Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Des élèves escortés par la police pour aller à l'école, cela semble fou et pourtant c'est bien ce qui se passe tous les matins dans le 18e arrondissement de Paris. La raison, les consommateurs de crack qui font grimper le sentiment d'insécurité. On en parle tout de suite avec nos invités. On s'intéressera ensuite à Nota Climat, cette nouvelle appli qui analyse et note l'action climatique des entreprises. Son cofondateur sera avec nous. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Loïc Landreau pour sa chronique. Et pour sa dernière de l'année, il nous parlera de l'histoire exceptionnelle du sapin de Noël. Loïc Landreau qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec ce reportage très inquiétant dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Les équipes de la radio RMC se sont rendues dans un établissement d'Aulnay-sous-Bois où les fenêtres ne ferment pas. Il fait 14 degrés dans les salles de classe, 7 degrés dans le gymnase. Les dalles de plafond s'effondrent, les murs s'effritent. Certaines toilettes n'ont pas de porte, sont sales et sans savon. Et au moment du reportage des journalistes, une nouvelle panne de courant survient. Écoutez le témoignage d'une élève. Je suis en première. Ce matin, on a fait cours, il n'y avait pas d'électricité. On a fait cours dans le noir. C'est vraiment pitoyable. Comment tu vois ton cahier ? On le voit pas. On écrit, on essaye de mettre le flash avec le téléphone. Ça fait déjà 10 fois depuis début novembre. Ouais, c'est scandaleux. Franchement, il faut faire quelque chose, quoi. Les enseignants ont évidemment alerté la direction ainsi que la région Île-de-France à plusieurs reprises, mais sans qu'aucune solution ni aucun travaux ne soit proposé. Dans l'actualité également, cet appel très clair lancé hier par Éric Zemmour. Le président du parti Reconquête a solennellement et officiellement proposé un débat télévisé sur l'école à Pape Ndiaye. C'était hier sur BFM TV. Éric Zemmour a une nouvelle fois fustigé les cours d'éducation sexuelle souhaités par le ministre de l'Éducation. Je le cite, « Ce qu'il appelle éducation sexuelle, ce n'est pas l'éducation à la biologie, c'est justement pour nier la biologie. Ce qu'il y a derrière, c'est des leçons de théorie du genre. On finit par expliquer à vos enfants de 8 ans que le petit garçon peut en fait, s'il le sent, être une fille et que la petite fille peut être en fait un garçon. » De son côté, le ministre n'a pas encore réagi. Éric Zemmour, qui n'est pas le seul opposant à Pape Ndiaye, a s'être exprimé hier. Alain Finkielkraut était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos et il s'est opposé à l'une des priorités affichées par le ministre, à savoir faire de l'école un outil pour réduire les inégalités sociales. Pour le philosophe, l'école est avant tout là pour réduire l'ignorance et il a souligné les graves dysfonctionnements engendrés par cette perception sociale prônée par Pape Ndiaye. Regardez. On est conduit, par exemple, à supprimer le redoublement. On accueille les élèves plus faibles dans les classes plus avancées, puis, dans un second temps, on révise à la baisse les exigences. C'est un mouvement qui date de longtemps, qui va être accéléré par notre ministre, et cela conduit à un effondrement de l'école, à un effondrement de la culture de l'école et un effondrement de l'apprentissage de la langue. Alain Finkielkraut, d'ailleurs, qui a également réagi aux atteintes à la laïcité, évoquant, je cite, un problème sociétal beaucoup plus vaste. Et justement, Loïc, vous vouliez nous parler du travail de l'ombre de ceux qui accompagnent les établissements sur le sujet. C'est un article passionnant qui a été publié ce week-end dans Le Monde. Les journalistes ont suivi une équipe académique Valeurs de la République. Elle a été appelée en renfort par le rectorat de Nancy-Metz pour épauler un lycée où 3 ou 4 élèves sur 1300 portent des abayas et refusent de se conformer au règlement intérieur de l'établissement. Ce sont, je cite, des interrogations plus que des tensions qui ont poussé le proviseur à demander de l'aide. Alors concrètement, cet accompagnement se traduit par une réunion avec l'équipe de direction, puis une rencontre avec une dizaine d'enseignants. Pendant 2h30, les référents reposent les fondements de la laïcité à l'école, avec fermeté sur les principes et discernement sur la manière de les aborder. Sachez que tous les chefs d'établissement peuvent faire appel à ces équipes en contactant leur rectorat. Merci Loïc. C'est l'heure de notre question du jour. Comment réduire l'insécurité dans le 18e arrondissement de Paris ? Depuis des semaines, des élèves sont escortés par la police pour aller à l'école à cause des consommateurs de crack. On en parle tout de suite avec nos invités. Eh bien, pour en parler, justement, j'ai la chance d'accueillir sur ce plateau deux mamans. D'abord, Karine Macan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et puis Priscilla Belve, bonjour. Bonjour. Merci mille fois. Ainsi que Kevin Havet, bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjoint au maire du 18e en charge de la sécurité. Je le disais, en fait, il y a un problème grave en ce moment qui fait la une, et depuis plusieurs années malheureusement, mais en particulier la semaine dernière, où des policiers ont escorté des enfants pour aller à l'école afin de les protéger des crackers, enfin c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des consommateurs de crack installés tout près justement de l'école dans laquelle sont vos enfants, l'école Charles Hermite, dans le 10e arrondissement de Paris. Tout d'abord, Karine et Priscilla, si vous permettez que je vous appelle par vos prénoms. Oui. Vous êtes donc, je le disais, maman toutes les deux. Quel âge ont vos enfants? Alors moi, j'ai des jumeaux de 4 ans et un petit garçon de 6 ans. Et vous? Donc moi, j'ai un petit garçon de 8 ans et une petite fille de 5 ans. Quel est votre quotidien, enfin en tout cas le quotidien de vos enfants, et donc le vôtre, chaque matin et chaque soir à la sortie des cours? Priscilla. Alors en fait, c'est un dispositif qui n'est pas pour nous, parce que nous, on fait partie du quartier Charles Hermite. C'est un dispositif qui a été mis en place pour la cité Valentin-Abeille. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre quartier, il y a un bâtiment qui est derrière le périphérique, et ce bâtiment, en fait, les enfants sont affiliés à notre école. Donc nous, en fait, en tant que représentante des parents d'élèves, on a demandé, parce qu'il y avait un pédibus qui avait été mis en place pour les vacances scolaires, à ce que ce dispositif soit maintenu à la rentrée. Alors attendez, pour bien resituer la situation de tous ceux qui vont nous rejoindre sur l'émission, il y a donc un camp de consommateurs de crack qui a été déplacé plusieurs fois dans Paris, qui maintenant est près de chez vous, tout près de chez vous, à quelques centaines de mètres, j'imagine. C'est ça. Vous aussi, pareil? Oui, on est dans le même quartier, donc effectivement... Et donc chaque matin, vos enfants et vous, et tout le quartier, subit l'angoisse, la peur, les agressions de ces consommateurs de crack qui sont certes malades, mais qui sont sous drogue et qui donc peuvent être violents ou en tout cas angoissants pour vos enfants et votre quotidien. C'est bien ça? C'est ça. Karine Macan, pardon. Oui, tout à fait. Et donc le matin, pareil, pour vos enfants, qu'est-ce qui se passe? Que vous aviez peur quand vous alliez à l'école avec vos enfants? Et, en fait, oui, on a peur. On a peur, on est inquiet, on se sent pas, on se sent pas bien. En fait, on emmène les enfants en fait avec la peur au ventre. La peur au ventre, qu'il se passe quoi? Une agression? Qu'il y a un homme mal intentionné, qu'il y ait un débordement, qu'ils voient des images qu'ils ne doivent pas voir? C'est ça. En fait, on peut assister à de la mendicité agressive, on peut assister à des actes sexuels en pleine rue, on peut assister à de la consommation, tout simplement. Je rappelle donc que ce camp existait avant, dans un autre quartier, porte de la Villette, le camp du square Forceval. Kevin Havet, vous êtes donc adjoint au maire du 18e en charge justement de la sécurité. Est-ce que vous saviez que ce camp allait être donc déplacé et arriver dans ce quartier-là, précisément, au moment où il a été démantelé en octobre? Quelques précisions. C'est un campement qui avait lieu précédemment dans le nord-est parisien depuis une trentaine d'années. On a cette présence de consommateurs de crack et de deal. Il était précédemment installé au niveau de la porte de la Villette, de Forceval. Ouais. Et donc, sur décision du ministère de l'Intérieur, c'était nécessaire, à la fois pour les habitants et également pour les consommateurs de crack, la situation était indigne. Le campement a été évacué. Le problème, c'est que la prise en charge sociale et sanitaire n'a pas été à la hauteur, et donc on a eu un déplacement. Alors, contrairement à ce qu'on a pu connaître précédemment, on avait la colline du crack, et donc on avait des installations en dur, des tentes, voire des cabanons. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui bouge, c'est des personnes qui n'ont pas d'installation en dur, et donc c'était justement décrit par les mamans dont je salue, et voilà, leur ténacité, leur investissement pour le quartier. Ça peut être dans une rue, dans une autre, etc. Et on a des reports, donc c'est pas d'installation fixe. Et c'était très justement dit, aujourd'hui, c'est plus particulièrement le cas d'une cité, cité Valentin-Abeille, qui est coincée entre le périph' et puis la ville de Saint-Denis, et où les enfants, tous les matins, doivent prendre un petit chemin en terre sur quelques centaines de mètres. Et c'est sur ce chemin en terre, qui est difficilement accessible pour la police nationale, qu'on a des regroupements de consommateurs de crack. Et les matins et puis les soirs, on peut avoir entre 40, 50, 60 consommateurs de crack
et aussi des modus, ce qu'on appelle des dealers de crack, sur ce terrain-là. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'élus locaux, on a souhaité, en urgence, directement dans la foulée, depuis fin octobre, accompagner matin et soir les enfants et les parents qui le souhaitent par la police municipale. C'était l'urgence nécessaire. Oui, en fait, il fallait pallier à l'urgence et je l'entends évidemment et on va en parler évidemment de la sécurité que vous avez réussi à amener dans le quartier. Je reviens juste sur le moment où Gérald Darmanin justement démantèle le camp dont on parlait à l'instant, porte de la Villette à Forceval. Il dit au total, je cite, près de 1000 policiers seront mobilisés sur 24 heures à la fois pour mener à bien l'opération mais également les jours suivants pour sécuriser les secteurs stratégiques et ainsi éviter la reconstitution d'un autre point de fixation. Or, la réalité est tout autre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été le cas, effectivement, la colline du Crac, puis Porte de la Villette, puis maintenant, ici, on parle de la Porte d'Aubervilliers. Ça veut dire qu'on va, comme ça, chaque année, voir des camps, effectivement, de consommateurs de crack, alors par centaines ou milliers, se déplacer dans Paris. Aujourd'hui, évidemment, la situation est intenable et il ne s'agit pas du tout de déplacer comme à chaque fois le problème. Ça a été déplacé, vous l'avez justement dit. Encore une fois, j'insiste, aujourd'hui, ce n'est pas des campements en dur, mais bon, en tout cas, ils sont sur l'espace public. Et c'est pour ça que la réponse sécuritaire, elle est nécessaire, il faut l'avoir, et on constate en effet une montée en puissance. Mais si on n'a pas la prise en charge sociale et sanitaire à la hauteur, on va, comme c'est le cas depuis 30 ans, avoir des reports à chaque fois, toujours dans le nord-est parisien, également dans le sud de la Seine-Saint-Denis. Et donc, il faut aller plus loin sur la prise en charge sociale et sanitaire des consommateurs de crack. Mais je l'entends bien, évidemment, et vous avez raison. Mais alors, justement, qui se renvoie la balle? Parce qu'entre la mairie, la préfecture, le ministère, pourquoi n'est-ce pas la réalité, finalement? Pourquoi la situation n'a pas été prise en charge sur ce plan-là? On va être franc, hein. Nous, la ville de Paris, on est allant en la matière. Les anciens, et même pas que les anciens, se souviennent que dans notre quartier, dans le 18e, on était touché de plein fouet par la question de l'héroïne. On retrouvait des milliers de seringues par semaine dans notre arrondissement. On a réussi à avancer, je ne vais pas dire à résoudre, mais à quasiment résoudre la problématique de l'héroïne sur l'espace public, à la fois avec la répression du deal et aussi et surtout avec la prise en charge des consommateurs d'héroïne. Et donc, ce qui a été fait sur l'héroïne doit être possible. Mais aujourd'hui, c'est vrai, l'État est frileux. Darmanin s'exprime. Nous, on attend et on a pour l'instant un silence du ministre de la Santé, M. Braun. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il souhaite sur cette question-là. Et donc voilà, on a besoin, nous on est prêts, la ville de Paris, en lien avec les chercheurs, avec également l'INSERM, avec les associations, avec les habitants, à avancer en la matière. Et donc, à la fois sur le financement, puisque c'est quand même une compétence de l'État, de l'ARS, de l'Autorité régionale de santé, il faut que l'État avance en la matière. Aujourd'hui, il est trop triboré, pardon. Et donc voilà, donc nous on est prêts à faire notre devoir, à prendre en part à cette entreprise. Mais là, l'État aujourd'hui est absent sur la coordination et sur la mise en dynamique de la prise en charge sociale et sanitaire. Et oui, et je comprends l'action que vous menez, mais effectivement, le problème pour les mamans comme vous et pour tous ceux qui le vivent au quotidien, c'est justement ce quotidien qui ne change pas. C'est-à-dire qu'à force de se dire en permanence il faut, le résultat, c'est que ça n'avance pas, si ce n'est justement cette décision que vous avez prise, qui est donc d'escorter les enfants, effectivement, par des policiers le matin. Alors, est-ce que ça vous a rassuré? Est-ce que ça a changé votre vie, Priscilla Delbe? Oui, effectivement, ça rassure les mamans, ça rassure les enfants. Après, notre mairie d'arrondissement, ils sont beaucoup à l'écoute de Charles Hermite. Donc dès qu'on leur signale un problème, c'est vrai qu'ils essayent, après avec les moyens qu'ils ont. Et je pense que les moyens ne sont pas suffisants. Je pense qu'il faudrait que tout le monde se mette autour d'une table, tout le monde discute et tout le monde apporte ses moyens. Parce que monsieur le joindre tout seul, il n'y arrivera pas. Oui. Évidemment, je comprends. Karine Macan, comment réagissaient vos enfants? Comment vous réagissiez juste avant cette mise en place effectivement sécuritaire et maintenant? Alors, moi, je ne fais pas partie de ce dispositif de Pédibus. D'accord. Donc moi j'habite le quartier Charles Hermite. Oui. Donc c'est une décision qu'on a pris en fait. On ne l'a pas pris. On a parlé donc avec donc Priscilla. Après on en a parlé avec l'équipe enseignante. Après on en a parlé avec la mairie pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à ces mamans qui venaient en pleurant à l'école. Ils étaient vraiment inquiètes. Il y avait des enfants qui étaient complètement déboussolés.
Les enfants disent quoi? Quels sont les mots des enfants? Vous savez? Nos enfants, en fait, le problème, c'est qu'on leur a enlevé leur innocence. Ils connaissent le mot crack, ils connaissent beaucoup, beaucoup de mots qu'ils ne devraient pas connaître à leur âge. Ils voient beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas voir à leur âge. J'ai vu effectivement dans certaines interviews que des mamans parlaient d'enfants traumatisés par les actes sexuels qu'ils voyaient en pleine rue, en pleine journée. Oui. Ils voient des actes sexuels. Et pas dans les meilleures conditions. Je ne sais pas comment on va rectifier le tir après avec nos enfants. Parce que, comme l'a dit une maman, Cocoé, son fils a déjà vu des rapports sexuels sur une femme avec plusieurs hommes. Des hommes, des femmes aussi qui sont évidemment à la rue. On le sait, le crack, c'est une drogue très particulière. Elles le sont toutes effectivement très nocives, mais très particulière parce qu'elle n'est pas chère et donc elle touche aussi une population qui est souvent à la rue, complètement désœuvrée. La drogue occasionnant encore plus de conséquences là-dessus. Donc vos enfants aussi voient la plus grande pauvreté, l'extrême dépendance de ces gens au quotidien. Ils vous en parlent? Oui, pose des questions. Pourquoi? Vous savez leur répondre? C'est très compliqué. C'est très, très compliqué en tant que maman. On ne sait pas, moi, des fois, je suis perdue. Je ne sais pas comment répondre à mes enfants qui ont 4 et 6 ans. Et ça, heureusement, on a une équipe enseignante quand même qui nous aide sur ce sujet. Moi, je me suis vue appeler une maîtresse et lui dire « Aide-moi, je ne sais pas répondre à mon fils ». Et est-ce que la maîtresse sait? Parce que, vous savez, les professeurs sont aussi fatigués aujourd'hui. Et de voir ça en plus sur leurs épaules, il faut une formation pour pouvoir répondre à ce type de questions. Ils arrivent à vous répondre? Ils arrivent à leur répondre. Ils arrivent à leur répondre avec des mots qui leur correspondent. Et on a la chance à Charles-Hermite d'avoir une équipe enseignante qui est là depuis des années et qui ne nous lâche pas. C'est aussi la grande chance qu'on a à Charles-Hermite. Oui, on est un quartier sensible, fragile, de par sa population, de par les origines, de par toute chose. Et c'est vrai qu'au niveau des enseignants, que ce soit à l'école maternelle ou à l'école élémentaire, on est vraiment bien entouré et ça donne un point, en fait, ça donne un point aussi pour nous. Ça nous, on se fait entendre, on est encouragé, on est soutenu. Le fait d'être soudés, effectivement, vous retrouver aussi dans cette idée de aller tous pour nos enfants, on va y arriver, on se soutient, c'est très fort. Vous êtes soutenus effectivement aussi par justement la mairie du 18e, par Kevin Havet qui est avec nous, qui représente, et cette prise en charge qui a été faite pour les enfants, pour ce fameux pédibus dont vous parliez toutes les deux. Est-ce que vous êtes encore dans la colère, dans l'inquiétude? Vous êtes dans quel... Parce que finalement, on prend en charge quelque part davantage les drogués plus que les enfants. Est-ce que c'est ce que vous partagez comme idée? Non, du coup, non, du tout, puisque le pédibus a été mis en place pour la sécurité des enfants, des mamans et des papas lors du passage entre la cité Valentin-Abeille et l'école et les écoles Charles-Hermite. Donc, et on n'a pas eu de colère. Pour vous, c'est normal que les enfants soient escortés par la police pour aller à l'école? C'est pas normal. C'est pas normal, mais au vu de ce qu'il se passe et au vu pour leur sécurité, pour qu'ils puissent aller à l'école en paix. En France, tout enfant aimerait aller à l'école en paix, tranquillement. Vous dites que c'est un moindre mal et on ne peut pas non plus évacuer ce camp du jour au lendemain en étant trop, c'est ça? C'est violent? Ça. Alors, non, en fait... Le souci, c'est que moi, Kevin est là et il peut en témoigner. J'en ai énormément voulu en tant qu'habitante à la mairie du 18e. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec eux. Ils ont pu m'expliquer ce qui dépendait d'eux, ce qui dépendait de la préfecture, ce qui dépendait... Donc, je peux pas dire que je leur en veux plus parce que je vois qu'ils sont à nos côtés, ils essayent. Maintenant, vous dire à qui j'en veux, en fait, je sais même pas. Le préfet, il vient d'arriver. Est-ce qu'il va vraiment nous aider? Après, oui, en tant que maman, on prend le jour comme ça vient et on se dit on va essayer au mieux aujourd'hui, on va essayer qu'ils voient le moins de choses possible et on va essayer que ça se passe le mieux possible. Ensuite, je voudrais aussi parler des enseignants parce que tout à l'heure, vous me demandiez s'ils avaient les mots et là, j'ai une grosse pensée pour une des maîtresses qui nous a expliqué à maintes reprises avoir été embêtée par les mêmes individus au tramway. Comme elle m'a dit, se faire insulter aussi, elle, en venant au travail devant ses élèves, c'est pas évident non plus. Bien sûr. C'est pas évident, ça lui enlève la crédibilité, c'est pas... Voilà, donc franchement, en fait, on est tous dans le même bateau, en fait. Que ce soit les enseignants, les enfants, les parents, la mairie, je sais pas comment on va résoudre ce problème, mais on est tous dans le même bateau.
Et encore une fois, il n'y a pas de malveillance dans tout ça. Vous voulez juste qu'ils soient soignés et pris en charge. Exactement. Et vous recouvrez une vie juste normale, notamment pour vous et pour vos enfants. Et le but, c'est pas non plus de les envoyer dans les arrondissements voisins. Nous, on pense pas à Charles-Hermite en se disant voilà, après c'est pas notre problème. Non, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des enfants, tout le monde a de la famille partout. Aujourd'hui, on défend un projet, pas du quartier Charles-Hermite, on défend un projet de la cité Valentin-Abeille. Parce que la cité Valentin-Abeille est rattachée aux écoles Charles-Hermite. Kevin avait, je le disais, après escorte de la police, les enfants sont maintenant protégés grâce à ce que vous avez mis en place, mais malheureusement, ça ne règle pas ce problème. Les dealers reviennent peut-être après. Donc, est-ce que vous allez maintenir ce dispositif et jusqu'à quand ? On le maintiendra autant de temps que nécessaire. Notre boulot en tant qu'élu local, c'est de penser aux parents, c'est de penser aux enfants. Et donc voilà, donc il sera maintenu. On va le mettre en place également durant les vacances scolaires en lien avec le centre aéré et puis également à la rentrée scolaire autant que nécessaire. Le 28 octobre dernier, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avait indiqué qu'il voulait éradiquer totalement le crack en 1 an dans la capitale. Est-ce que vous y croyez justement, vous, Kevin Havet ? Vous pensez que c'est possible ? Je pense en tout cas, je ne sais pas si on peut éradiquer une drogue. Je sais ce qu'on peut faire en tout cas, c'est de prendre en charge. On l'a fait, je vous l'écrivais tout à l'heure sur l'héroïne. Aujourd'hui, c'est plus une problématique qu'on a sur l'espace public. Il faut faire la même chose sur le crack. Je pense qu'on a une fenêtre de tir. Il y a 2 ans sans élection. Et je pense que c'est le moment où on peut avoir un débat politique plus apaisé. On peut réussir à se mettre d'accord au-delà des champs partisans et que cette question du crack, qui est complètement anxiogène et irrationnelle quand on l'évoque dans le champ médiatique, puisse trouver des moyens plus apaisés. Et c'était très justement dit par les moments, on a besoin de manière solidaire, et c'est ce qui nous caractérise dans le 18e, d'avancer dans la question. Que la préfecture de police continue de faire le travail sur les dealers de crack. Aujourd'hui, c'est fait et on a de nombreuses arrestations de dealers de crack. Et donc, on le salue énormément. Mais encore une fois, il faut avancer sur nos 2 jambes, l'aspect sécuritaire et la prise en charge sociale et sanitaire. C'est comme ça qu'on arrivera à résoudre cette question. Et là, aujourd'hui, on est un peu hémiplégique. Vous parliez de problèmes de bâtisse qui n'étaient pas donc en dur sur ce lieu-là, ce camp-là en question de consommateurs. Est-ce que vous pensez par exemple que des salles de shoot serait peut-être la solution ? Alors encore une fois, une salle de shoot, je vous laisse cette expression puisque aujourd'hui, les salles de shoot, c'est ce qu'on a en extérieur. C'est quand vous alliez hier au Jardin des Halles, sur la colline du Crac. Ça, c'est des espaces où les gens se droguent et il n'y a aucune prise en charge. Nous, ce qu'on souhaite, c'est justement qu'il y ait une multiplicité, à la fois une augmentation des maraudes, également une augmentation des salles de repos, et également une augmentation des lieux où ils peuvent se poser, avoir une assistante sociale, un médecin, pour qu'on puisse réduire. Et les salles de consommation à moindre risque, auxquelles vous faites maladroitement référence, sont une des solutions. Ça a fonctionné sur les ruines et c'est une des solutions. Il faut un maillage territorial. C'est ce qui a été mis en place au Danemark, c'est ce qui a été mis en place en Allemagne, c'est ce qui a été mis en place en Suisse, à Genève, et c'est ce qui a résolu leurs problèmes. Grosso modo, tout le monde le sait, les politiques, les associations, même les habitants qui vivent ça au quotidien, et également les professionnels. Et donc, faisons-le. On sait ce qui fonctionne. Je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. À condition qu'on arrive à produire du consensus, à condition qu'on fasse de la pédagogie, et profitons de ces prochains mois, de ces prochaines années, pour entamer ce dialogue-là entre les différents maires, entre les élus, entre les professionnels, entre les chercheurs, pour qu'on puisse. Les parents et les enfants méritent qu'il y ait un peu de courage politique. En tout cas, nous, à la mairie du 18e et à la mairie de Paris, on y est résolu. Alors, vous dites maladroitement, mais je me permets de citer effectivement ces salles-là, puisque ça a été évoqué par beaucoup de politiques et depuis de nombreuses semaines lors des interviews. Donc, c'est quand même envisagé par certains, en tout cas proposé par certains. Mais je vous ai vu, Priscilla Delbes, dire non, pitié, surtout pas ça. Pas de salle de shoot. Alors, je suis désolée, moi aussi, j'emploie le même terme. C'est un des points où je ne suis pas d'accord avec la mairie. Les salles de shoot, il y en a déjà. Et on voit qu'en fait, ça ne change pas le problème. Je pense à mes voisins du 10e arrondissement qui en ont une. Et ça évite pas les vidéos qui circulent où eux aussi, il y a toujours de la consommation extérieure. En plus, je crois que si je dis pas de bêtises, il y a un périmètre
où la police ne peut pas contrôler, etc. Donc moi, personnellement, je suis pas pour. Après, je suis pas politicienne, c'est pas mon métier. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Bon courage, mais sur ça, sur ce point, je suis pas d'accord. Citoyenne et vous êtes acteur de la vie aussi publique de votre pays, et puis engagé apparemment auprès des parents d'élèves. Vous n'êtes pas d'accord, Kevin Havet, sur ce sujet? Non, je reprends, mais c'est à votre endroit sur l'expression salle de shoot, parce que c'est quelque chose qui est orienté politiquement. Donc c'est un choix journalistique. Je vous le laisse entièrement. Donc c'est pour ça que je reprends l'expression salle de consommation à moindre risque, qui est une chose différente. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est d'avoir cette prise en charge. Kevin Havet, vous me prêtez de mauvaises intentions, autant je ne vous... C'est bien ça le problématique de la question du débat médiatique qui a lieu dernièrement, où en fait on focalise uniquement sur cette question-là. Et donc il y a les maraudes, la prise en charge sanitaire, elle est bien plus large que uniquement cet objet-là. C'est une chose qui est possible, mais il y a plein de choses sur lesquelles il faut prendre le temps de la pédagogie, expliquer, qu'on puisse y aller progressivement et pédagogiquement. Moi, je cherche juste à comprendre et à nourrir le débat. Vous faites fausse route quand vous prêtez de mauvaises attentions aux journalistes, Kevin Havet. J'étais ravie de discuter avec vous. Merci mille fois d'avoir été sur School TV. Merci Priscilla Adelbe aussi et Karine Macan d'avoir participé à ce débat sur effectivement ce grave problème qui a lieu en ce moment sur ces enfants justement qui sont, mais grâce à la mairie justement du 18e, escortés par la police jusqu'à leur école. On espère qu'effectivement le problème soit résolu, comme l'a dit bien le préfet de police de Paris, d'ici 1 an. Merci à vous tous. On marque une courte pause et on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT de l'éducation, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Papola. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Nota Climat et Open Climat, qui sont des outils pour analyser l'action climatique des entreprises. Donc, si je comprends bien, grâce à Nota Climat, on va pouvoir suivre les émissions de CO2 de plusieurs grandes entreprises françaises, c'est ça? Exactement, et pas que françaises. Ah, très bien, international, mondial. Exactement, c'est la même dynamique que l'application mobile Yuka. Vous savez, cette application qui analysait la composition des produits pour vous dire si elle était bonne pour votre santé ou pas. Nous, on va faire la même chose. On analyse les rapports climatiques de toutes les multinationales, de tous les secteurs, et on compare ça aux recommandations du GIEC, le groupe international d'experts climatiques, qui fait des rapports pour essayer de nous sortir de cette crise climatique. Et donc voilà, on fait un travail de vulgarisation sur les trajectoires climatiques des grandes entreprises auprès du grand public pour enfin y voir clair sur qui agit et qui n'agit pas. Oui, c'est ça, c'est le rôle moralisateur de Nota Climat tout d'un coup. Comment a germé cette idée, en fait? C'est-à-dire que vous aviez une conscience, j'imagine, écologique depuis très longtemps, et vous vous êtes dit finalement, si je prends L'Oréal, si je prends Guerlain, si je prends je ne sais quel grand groupe, Vuitton, par exemple, ou Carrefour, est-ce que, oui ou non, finalement, ils ont
entrepris des choses pour pouvoir baisser leur émission de CO2 ? Oui, tout à fait. Bon, alors, la conscience écologique est arrivée très tôt. Moi, depuis le lycée, j'ai fait mon TPE, j'ai fait toutes mes études sur le sujet. Et en fait, avec on était ancien collègue avec Elsa, mon associé. Et donc, on travaillait sur les stratégies climatiques des grandes entreprises. Et donc, on a vu de l'autre côté de la barrière quels étaient les enjeux pour les entreprises. Nous, côté citoyen, quels étaient nos enjeux et qu'est-ce qu'on avait envie de voir exister. Et on s'est dit y voir plus clair sur qui agit, qui n'agit pas, c'était vraiment clé pour avancer tous ensemble dans la bonne direction. C'est vraiment ce travail de transparence où en fait on renforce le pouvoir d'action citoyen, on envoie un signal fort aux entreprises, et là on peut enfin sortir de ce greenwashing et enfin aller tous ensemble dans la bonne direction. Alors donc je regarde Nota Climat et qu'est-ce que j'y trouve comme information spécifique ? Je parlais des données justement CO2, qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre ? Alors, déjà, c'est un comparateur de marques qui va traiter de tous les secteurs. Donc, de l'alimentaire, la mode, téléphone, votre shampoing, vos cosmétiques, etc., comme vous disiez. Et donc, on peut comparer les entreprises sur qui agit plus que les autres. Donc, qui a beaucoup réduit son empreinte carbone et celles qui n'ont pas réduit leur empreinte carbone et donc qui sont encore en retard, à qui il faut envoyer un signal un peu fort. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur l'application de Nota Climat. Et il y a un lien qui renvoie vers aussi Open Climat, qui est une plateforme où on va plus loin, où les entreprises répondent à nos questions et font cet effort de sincérité, où elles vont répondre à toutes les questions, même les questions poil à gratter, finalement, sur l'action climatique. Et donc, c'est un travail de sincérité et de pédagogie, pour que les gens puissent comprendre comment une entreprise agit au jour le jour pour réduire son empreinte carbone. Et comme c'est une structure qui est la même pour d'une entreprise à l'autre, on peut aussi comparer d'une entreprise à l'autre. Et peut-être le besoin aussi, parce que c'est effectivement, quand on met en place des systèmes, tout un plan pour pouvoir réduire, c'est pas forcément, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est aussi formateur pour tous ceux qui lisent effectivement et qui comprennent les actions menées. Mais c'est tout à fait ça. Et en fait, Nota Climat, c'est vrai que c'est une analyse un peu chiffrée qui envoie un signal aux entreprises, qui permet déjà un peu de dégrossir le sujet. Mais une stratégie climatique, c'est plus une démarche. Et donc, c'est tout ce qu'on attend avec des entreprises, en tout cas tous les tests terrain qu'on a auprès des citoyens, c'est déjà de la sincérité et de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, au-delà des chiffres, en fait, il faut vraiment agir sur tous les endroits où on a un impact carbone, mais il faut aussi, du coup, sensibiliser ses collaborateurs, etc. Et donc, la seule partie chiffrée ne suffisait pas. Et en fait, voilà, les citoyens les plus engagés peuvent aller voir un peu concrètement comment ça marche dans les entreprises. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, ce sont les serveurs informatiques. On sait que tous les serveurs qui hébergent nos données personnelles, que ce soit en France ou à l'étranger, font énormément de CO2 et donc de pollution. Sauf que Microsoft, Google, peu importe, qui sont sur votre appli et qui ont forcément une note proche de 0 à mon avis, qu'est-ce que vous pouvez faire et leur dire ? C'est-à-dire qu'à part constater que, évidemment, elles sont polluantes pour la planète, comment faire grâce à vous pour peut-être les toucher ou comment ça peut évoluer ? Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas des accompagnants, mais en fait, on envoie le signal plutôt en bout de chaîne pour que ces entreprises réagissent et du coup, un peu d'avoir une sorte d'émulation entre elles. Mais on est d'accord qu'un Microsoft, par exemple, il ne va pas écouter forcément votre appli. Et justement, c'est un très bon exemple. En fait, si on regarde, par exemple, en France, si Danone, etc., commence à mettre dans ses appels d'offres pour les serveurs un comportement responsable des serveurs qui sont alimentés sur le réseau via du renouvelable, etc. Là, du coup, le message s'amplifie de 1% de la population ou 5% de la population d'engagés vers ces grandes multinationales B2C et ensuite vers le B2B, du coup, les Microsoft, les Google, etc. C'est la part du colibri, comme on dit. Exactement. En tout cas, jouer la transparence les pousse forcément à avoir plus, d'action sur le défi climatique. Oui, exactement. En fait, à partir du moment où on ouvre et on fait ce travail justement de sincérité, venez voir ce qu'on fait sur le terrain, après on doit rendre des comptes. Et nous, Nota Climat, on est un peu là aussi pour suivre parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'engagements climatiques qui ont été pris avant les années 2015, etc. et qui sont un peu passés sous silence dès qu'on se rend compte qu'on est un peu en retard. Donc nous, on va suivre et créer de l'importance autour du sujet climatique, de l'importance au niveau du chiffre d'affaires, au niveau du recrutement, qui sont les signaux qui sont écoutés par les PDG des entreprises. Alors ça, c'est pour les entreprises qui sont plutôt positives, qui ont une action assez importante, et puis il y a celles qui, finalement, ne font pas grand-chose, en tout cas, sont déceptives sur ce point-là. Vous appelez à un boycott ? Non, enfin, c'est pas le but. C'est vraiment le but, c'est d'envoyer un signal. Je pense que l'action climatique, nous, on a analysé une centaine de multinationales, donc ça fait plus de 500 marques, mais donc une centaine de multinationales, et en fait, on voit des trajectoires qui sont assez souvent les mêmes.
Donc dès que le sujet est pris sérieusement en interne, après il y a une mesure vraiment complète des émissions de CO2. Et après, on arrive dans une amélioration tous les ans, de plus en plus vite, parce que c'est quand même des gros paquebots, etc. Nous, ce qu'on envoie comme message, on ne veut pas envoyer de boycott ou quoi que ce soit, c'est vraiment de dire allez le plus vite possible dans cette trajectoire, s'il vous plaît, on a besoin de vous pour résoudre cette crise. Alors tout l'aspect informatif, qu'on comprend très très bien sur effectivement à la fois la plateforme et l'application est assez clair, mais est-ce qu'il y a d'autres champs d'action? Est-ce que par exemple vous proposez de la mise en relation, du tutoriel, des jobs, pourquoi pas, dans ces domaines-là? Oui, clairement, et c'est pour ça que, au-delà de la partie Nota Climat qui est de la notation, Open Climat est une plateforme vraiment où pour les accompagner, il y a 2 choses, même 3, je dirais. Effectivement, on va référencer tous les jobs liés à la RSE et à l'action climatique des entreprises, parce que aujourd'hui, il y a un vrai besoin de main d'œuvre, parce que ces entreprises passent à l'action et c'est des métiers qui sont assez qualifiés. Donc, il y a cette première partie de job. La deuxième, c'est que c'est vraiment entre les entreprises. Au-delà d'éclairer auprès du grand public, c'est aussi un partage de retour terrain d'une entreprise à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, elles réinventent la roue, etc. Et maintenant, elles peuvent, Danone peut aller regarder ce que fait Nestlé en logistique, etc. Donc, il y a un vrai partage de mise en commun des connaissances. Et enfin, la dernière, c'est que nous, on commence à travailler avec d'autres acteurs, ces acteurs qui vont aider les entreprises. Et donc, on va aussi les référencer sur notre plateforme. Aider à être plus vert, à être plus vertueux, en fait? Exactement, en fait, parce que comme les entreprises vont dire, par exemple, pour réduire la logistique ou pour réduire l'impact de mon numérique, je suis passé par tel fournisseur, tel prestataire de service, voilà comment j'ai fait, etc. Et du coup, en fait, ce prestataire pourrait aider quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un peu ça qu'on fait. Alors, ça ne nous a pas échappé qu'on était sur School TV, donc une chaîne consacrée à l'éducation. Aujourd'hui, les jeunes sont très, très concernés par l'écologie. C'est le sujet numéro 1 chez les jeunes. On l'a vu pour l'élection présidentielle. On le voit dans les salles de classe. Est-ce que vous pensez que l'enseignement, si je puis dire, en tout cas le sujet de l'écologie, de l'environnement, est suffisamment abordé à l'école? Je dirais que, alors, par rapport à mon époque, et que c'était pas si longtemps... Votre époque, c'est quand? Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 31 ans. D'accord. Il y avait beaucoup moins d'enseignement sur les sujets climatiques qu'aujourd'hui. Donc il y a un gros travail qui a été fait à la fois par le ministère de l'Éducation et les écoles aussi indépendamment, les professeurs. Donc je pense qu'ils sont de mieux en mieux informés et de plus en plus sensibles à ce sujet. Nous, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu plus des sujets d'experts. Comme je disais, les trajectoires climatiques, à l'école, on n'apprend pas ça. Nous, on veut vulgariser. Franchement, je pense que l'information, la pédagogie, c'est les meilleurs moyens, en fait, si on a une population qui est bien informée pour agir dans la bonne direction. Jacques Attali, qu'on a reçu sur l'émission, proposait clairement d'instituer une nouvelle matière à l'école qui serait la matière sur l'écologie. Vous êtes d'accord avec cette idée? Ce serait super, oui. Et je pense au plus bas niveau. Je pense qu'il y a dans l'exercice, enfin au plus bas niveau, le premier niveau, dès le primaire, ouais. Je pense que dans les fresques pour le climat, etc., en fait, souvent, il y a une sorte d'idéation collective et ça revient très souvent que, en fait, dès le plus jeune âge, il faut sensibiliser à cet enjeu. Alors l'enjeu dont on parle aujourd'hui très souvent et qui fait un peu la une des médias, vous savez, souvent on reprend les choses assez basiques, c'est les salles de classe qui sont beaucoup trop froides, pas assez chauffées par exemple. Ici on se trouve assez chauffé, nous on se dit est-ce qu'il faudrait peut-être que... Attention, mais est-ce que par exemple ce sont des choses auxquelles vous faites très attention au sein des entreprises qui sont recensées dans votre plateforme qui s'appelle donc Nota Climat et Open Climat? Sur ce point-là, effectivement, il y a 2 niveaux d'action qui sont séparés quand on parle de l'action climatique des entreprises. Il y a la consommation de l'énergie, toutes les émissions qui sont liées à la consommation d'énergie. Donc pour ça, il faut réduire sa consommation et passer sur des énergies renouvelables de qualité, donc on-grid, etc. Et après, il y a tout le reste de la chaîne de valeur. Mais la partie consommation d'énergie est clé. Et tout le monde doit montrer l'effort sur ce comportement vertueux qui est nécessaire. Alors, vous éveillez les consciences de manière douce et stratégique, mais d'autres ont des actions, plus coup de poing, oui, à l'image de dernière rénovation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type d'actes? Donc, dernière rénovation, il y a plusieurs types d'actes. Je pense que si on voit différemment, on est un pays avec 70 millions d'habitants. Vu la crise climatique qu'on vit, il y a toujours des comportements, même si nous, on ne le ferait pas, vu l'ampleur de la crise climatique, forcément, il y a ce genre de comportements sont à attendre. Et je pense que plus vite on passera à l'action, moins il y aura ce genre de comportement, ou en tout cas, plus on avance ensemble dans la bonne direction, et moins il y en aura. Mais vous pensez que ce sont des comportements qui permettent justement d'éveiller les consciences ou pas? Ou plutôt qui ont un effet rejet? Moi, j'ai bien aimé le fait...
À titre personnel, j'étais un peu moins choqué par quand ils ont mis le drapeau en berne au-dessus de l'Assemblée. Je trouve que c'est des messages symboliques qui sont bien envoyés à tout le monde. Et ce serait bien que du coup on traite le sujet avec sérieux. Et c'est en Panthéon, mais c'est pareil. Voilà. Ouais. D'accord. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Vincent Papola. Je rappelle que vous êtes le cofondateur donc, de Nota Climat et de Open Climat, cofondateur avec donc Elsa, comment s'appelle-t-elle ? Elsa Chai. Voilà, Elsa Chai, qu'on cite quand même. Donc plateformes et applications sur lesquelles vous pouvez vous rendre, c'est cela, oui. Et qui permet donc d'analyser l'action climatique des entreprises. Combien d'entreprises recensées pour l'instant à peu près ? Alors du coup, il y a 500 marques sur l'application mobile et sur Open Climat, qui est une plateforme de transparence. On arrive à une vingtaine de marques d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Loïc qui est sur notre plateau déjà et qui va nous parler du sapin de Noël. Alors mon cher Loïc, oui, c'est la dernière chronique oui. Et avant. Elle s'appelle comme ça, cette chronique. C'est ça. De cette année, donc 2022. Et aujourd'hui, on parle de l'origine du sapin de Noël. C'est un incontournable quand même. Vous l'avez fait, j'espère. Oui, tout le monde, normalement. Et quand même, je dois vous avouer que j'ai une petite satisfaction personnelle, c'est d'en voir beaucoup dans les écoles, dans le hall ou même dans les salles de classe. Mon petit qui a 3 ans, qui est en maternelle première année, il en a un dans sa classe. Et je trouve que c'est chouette, en fait, que cette tradition perdure, notamment parce que ça met des petites étoiles dans les yeux des enfants, surtout qu'il m'a montré, il m'a dit, papa, regarde, j'ai fait ça, j'ai mis telle boule. Bref, voilà, ça met du baume au cœur dans cette période. Dans les yeux de pas que les enfants, et pas que les enfants, les adultes. Et des parents, exactement. Donc, le sapin est cette tradition qui remonte, figurez-vous, à bien avant Jésus-Christ, puisqu'on est 1200 ans avant lui-même. Voilà, effectivement, c'est les Celtes qui célébraient chaque année le retour du soleil aux alentours du 25 décembre. Le retour, pourquoi il était parti ? Alors, oui et non. Vous savez que nous, au niveau du 21 juin, qui est donc le solstice d'été, eh bien, le soleil se couche un peu plus tôt chaque jour. Oui. Et oui, jusqu'à arriver à ce qu'on vit aujourd'hui, à savoir, tu sors de chez toi, il fait nuit, tu rentres chez toi, il fait nuit. Aussi. C'est bon, c'est bon. C'est magnifique, c'est ça. Et donc, les jours commencent à rallonger, donc le soleil revient aux alentours du 25 décembre, qui est donc le moment du solstice d'hiver. Donc aujourd'hui, pour nous, il est fixé le 21 décembre, mais pour les Celtes et dans leur calendrier, et dans leur perception qu'ils avaient du temps à cette époque-là, c'était aux alentours du 25. Et donc, pour remercier les dieux de leur accorder le retour du soleil, ils avaient pris l'habitude de décorer des grands épicéas, qui étaient des arbres symbole de la vie. Ils y suspendaient des offrandes, ça pouvait être des fruits, du blé, des tissus, des fleurs, et parfois ils les brûlaient pour faire monter comme ça les prières vers le ciel. Ces petits cadeaux, ces petites choses pour dire merci les dieux, parce que forcément pour eux c'était pas lié. Et donc les dieux, du coup, c'est là où l'Église intervient. Oui, parce qu'en fait, à partir du 8e siècle, quand le christianisme se déploie, il y a encore pas mal de petites traditions païennes par-ci par-là, localement. Et vous savez que l'Église, elle aime pas ça. Elle aime pas ça, elle va prendre tous les rites païens et elle va les christianiser. Voilà, et paf, on lisse tout. Et à partir du 11e siècle, elle va s'occuper d'ancrer le sapin, donc pas encore de Noël, enfin si, à l'époque, d'ailleurs, c'était de Noël, dans les habitudes des gens grâce au mystère. Pas la glace. Alors, pas la glace, le pape ne mangeait pas de glace mystère à cette époque-là. Évidemment, les mystères, c'était des pièces de théâtre qui étaient jouées sur les places des villages. Alors, par exemple, à Pâques, on rejouait la Passion du Christ, et à Noël, évidemment, on rejouait la naissance du petit Jésus. Et donc, petit à petit, sur la scène de ces mystères, on voit apparaître des sapins qui sont décorés avec des fruits et qui sont là pour représenter toujours l'arbre de vie, donc pareil que chez les Celtes, mais là pour le paradis. Le paradis, c'est génial. Moi, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, les mystères. J'aime bien apprendre des choses grâce à vous. Alors, chez les particuliers, donc, c'est plutôt 16e siècle, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est en Alsace, en fait, qu'on en trouve les premières traces. Dès 1539, les historiens ont retrouvé qu'il y avait un sapin qui trônait fièrement devant la cathédrale de Strasbourg. Et c'est à partir de 1546 qu'il s'installe dans nos maisons. Alors, pour les décorer, on y met des pommes rouges, qui sont le symbole du fruit défendu d'Adam et Ève, vous savez. Et on y met aussi des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie, mais il a fallu attendre 1870, c'est-à-dire la fin de la guerre franco-prussienne, pour que les Alsaciens lorrains déploient en fait cette tradition au cœur du territoire, là où ils sont venus en fait se réfugier. Parce que l'Alsace-Lorraine devient à ce moment-là prussienne. Prussienne, allemande, etc. Ouais. D'accord. Et pourquoi on est passé des pommes aux boules de verre
Ou en plastique. Oui, maintenant c'est effectivement en plastique, c'est très intéressant. 1858. À cette époque, la France vit une énorme sécheresse qui est suivie d'un hiver très rude. Du coup, dans les Vosges, en Alsace, en Lorraine, eh bien, il n'y a plus de fruits. Et donc, un souffleur de verre de Moselle, il a une petite idée, il dit, tiens, si pour remplacer les pommes rouges, je faisais des boules rouge en vert. Comme ça, les gens pourront quand même mettre des choses sur leur sapin, sachant qu'il n'y avait vraiment plus aucun fruit. Et c'est comme ça donc que nous avons des boules sur nos sapins, et c'est comme ça que la tradition est venue jusqu'à nous. Donc on devrait maintenir les boules rouges finalement, oui, plutôt que dorées ou blanches. Voilà, ce serait plutôt rouge, en tout cas c'est la couleur traditionnelle. De la pomme d'Adam. Ouais. Merci, c'est passionnant. Juste avant de partir, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote justement sur la date de Noël? Ah oui, sur le fait que l'Église elle-même ne sait pas quand Jésus est né. Oui, c'est ça que vous voulez savoir. Oui, mais c'est ça. En fait, je vous explique. Ni la Bible, ni aucun document ne donne exactement la date de la naissance de Jésus. Personne ne sait. Vraiment personne. C'est en fait au IVe siècle que le pape décide de fixer la date de la naissance de Jésus au 25 décembre. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que le solstice, c'est-à-dire que le soleil revient. Et le soleil, pour les chrétiens, c'est Jésus. Donc, il se cale sur ce phénomène météorologique des jours qui rallongent, de la lumière qui revient pour dire, nous, notre lumière, c'est Jésus, et donc on va le célébrer aussi. Et ça permet au passage, de tapoter sur tous les rites païens et de dire, plus rien n'existe. En fait, il y a quand même quelques scientifiques qui se sont posés sur la question. Pour eux, pour certains d'entre eux, pour être très précis, Jésus serait né en septembre, par rapport à l'alignement des planètes et à cette fameuse étoile du berger dont on parle et qui, elle, est retranscrite dans certains évangiles. Mais on n'en sait rien en réalité. Donc la date de Noël, effectivement, a été choisie arbitrairement par l'Église pour célébrer le retour du soleil. Et voilà comment Noël est maintenant le 25 décembre. Oh, merci beaucoup Loïc. Voilà, on apprend plein de choses sur School TV grâce à vous. Merci beaucoup. Allez, on retrouve les meilleurs moments de School TV avec le Zap. C'est-à-dire qu'on sort de la classe, les élèves sont en dehors de la classe, mais ils sont tout de même en cours, en classe. Est-ce qu'au début, c'est dur à faire comprendre? Est-ce que c'est pas un peu le boxon, pour rester poli, au début? Alors, ça nécessite quelques ajustements, faut être clair. Il y a effectivement cette notion de on est dehors, donc souvent on a un peu tendance à penser que c'est libre. On fait un peu ce qu'on veut, c'est la cour de récréation. Voilà. Voilà, donc ça demande quelques ajustements, ça demande quelques rituels à mettre en place. Ces rituels sont nécessaires pour les élèves, de savoir à quel moment on fait telle ou telle chose. Mathéo a parlé de l'anglais, par exemple. C'est un rituel qu'on met en place au cours de la marche. On prévoit un temps assez bref, 5 minutes à peu près, où sur un thème, on leur demande, avec un ou deux camarades, de se parler en anglais. Donc au début, c'est se poser des questions pour savoir où il vit, le nombre de frères et sœurs, des choses comme ça, et on le fait en anglais. Voilà, on met en place des rituels. Gallimard Jeunesse, 50 ans donc. Alors quand je parle là, quand je dis qu'un Héron et un Marchand se sont connus, Jean-Olivier Héron et Pierre Marchand, qui un jour rentrent dans le bureau de Claude Gallimard, mythique patron des éditions du même nom. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils lui disent à ce moment-là? Mais ils voulaient absolument publier et monter une édition de jeunesse, voilà, développer la littérature de jeunesse. En fait, ils ont convaincu Claude Gallimard sur deux arguments. Le premier, qui était de mettre à la disposition des jeunes les titres du catalogue Gallimard, du fonds Gallimard. Vous aviez de très grands auteurs. Notamment Steinbeck, Kessel, Saint-Exupéry, tous ceux qu'on peut lire quand on est enfant, en fait. Exactement. Mais en disant aux enfants, c'est pour vous. Parce qu'ils ont voulu faire une présentation très soignée pour les jeunes. C'est ça. En prenant, à l'époque, les plus grands illustrateurs de la publicité, qui justement, parce que l'illustration séduit. Si vous voulez, c'est le premier élément de séduction. Il y avait des très grands noms, et Massin, il y avait... Massin était le directeur artistique, il était le premier en fait à rencontrer Pierre Marchand et Jean-Olivier Héron, et c'est Massin qui les a présentés à Claude Gallimard. L'histoire de grand premier objectif. A pris cette décision. Alors ça, c'était la première chose, si vous voulez, mettre la littérature à la portée des jeunes. Et la deuxième chose était de créer une grande encyclopédie familiale documentaire. Voilà. Et ça va donner les découvertes. Absolument.
collection quelques années plus absolument tard, extraordinaire. un développement inouï dans le domaine des documentaires. Tout à fait. On va justement aborder, tiens, tout de suite, puisque vous en parlez, la question de la pornographie, puisque notamment elle est revenue dans l'actualité avec ce rapport sénatorial, fin septembre dernier, Porno, l'enfer du décor, un rapport qui fait suite à l'enquête pour viol lancée en juin 2022 contre les sites de contenu pornographique. J'en parle parce que justement ce rapport soulignait lui-même l'importance de l'éducation à la sexualité. Le rapport signale l'échec aujourd'hui de l'éducation d'ailleurs à la sexualité en France, et puis selon les recommandations de la psychologue Béatrice Copé-Royard, qui a été notamment auditionnée pour ce rapport. Voilà ce qu'elle répète, il faut éduquer. Le recours au contenu pornographique par les enfants et les adolescents est une réponse malsaine à des préoccupations saines. On ne peut que plus soyer, Chloé. Oui, et j'apprécie vraiment que ce volet du rapport ait été nommé éduquer, et qu'on martèle vraiment ce mot-là, parce que c'est ce qui pêche actuellement. C'est normalement inscrit dans la loi. Il y a une loi qui date de 2001 qui oblige les établissements scolaires de l'école primaire au lycée à fournir aux élèves 3 heures d'éducation à la sexualité par an. Ce qui est assez catastrophique, c'est que les derniers chiffres ont prouvé que environ 15% des élèves ont en effet accès à ces cours-là. 15%, c'est presque 0%, c'est rien. Et moi, quand j'ai mené mon enquête pour le livre, en interrogeant les jeunes autour de moi, je me suis rendu compte vraiment que ces cours étaient insignifiants dans leur parcours scolaire. Et quand ils ont lieu, malheureusement, ils ne sont pas toujours bien réalisés parce que les personnels ne sont pas formés. Donc on véhicule à travers ces cours-là des idées qui peuvent être dangereuses pour les jeunes, je pèse mes mots, ou bien on réduit la question de la sexualité aux infections sexuellement transmissibles et aux risques de grossesse. Quelle différence entre la saison 1 et la saison 2? Et surtout, est-ce que vous avez des exemples concrets d'élèves, parce qu'on parle de décrocheurs, qui ont retrouvé le chemin? Ben, on peut déjà regarder le nombre d'élèves qui ont poursuivi pour nous un seconde professionnel. Donc dans l'orientation, c'est vrai qu'il y a des indicateurs, il faut regarder les chiffres. Et là, on a à peu près 70% des élèves qui ont poursuivi un seconde professionnel. Donc pour nous, c'est une réussite. Et ils poursuivent dans le même établissement chez nous. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et surtout, on a des jeunes qui se projettent dans des études un peu plus longues, le bac pro et pourquoi pas voir le BTS derrière. Donc quand on voit qu'on a des réactions comme celle-ci, on peut dire que c'est quelque chose de positif pour notre expérimentation. Il y a les tout petits, bien sûr, qui croient au Père Noël, enfin qui croient au Père Noël. Tout le monde croit au Père Noël et c'est bien normal puisque personne n'oserait mettre en doute son existence. Moi, je le vois chaque année, je sais qu'il existe. Après, bon, dans les faits, peut-être que c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas le temps de passer dans toutes les maisons de toutes les villes de tous les pays du monde. Mais pour l'illusion, ce papa a eu une idée parfaite. Regardez. Extraordinaire. Ah, c'est génial. Il reproduit les pas. Il reproduit les pas. Alors bon, c'est un peu de la triche, mais je suis allée lui demander à ce monsieur, ils ont fait un deal avec le Père Noël, donc tout est en règle. Et puis surtout, entretenir la magie de Noël, c'est permettre à tous les enfants de pouvoir rêver, ressentir, toucher un peu du doigt la magie de Noël. Et je voulais vous parler de cette belle initiative. Cette année, les sourds et malentendants vont pouvoir parler au Père Noël grâce à l'opération Le Père Noël est sourd. Vous allez sur ce site qui va s'afficher en bas de votre écran, pèrenoelsourd.deafline.net. Vous prenez rendez-vous et vous lui parlez. C'est vraiment génial comme initiative, je trouve. Et c'est encore possible jusqu'à la fin de la semaine, donc n'hésitez pas. Et puis, vous savez, Emmanuel, que j'entretiens des liens très étroits avec le Père Noël, parce qu'on voit à quel point je fais honneur dans cette chronique depuis début décembre. Donc, je lui ai demandé de nous faire une petite vidéo. Regardez. Je crains le pire. Bonjour Emmanuel et bonjour à toute l'équipe de la quotidienne. Je suis très touché de la manière dont Emma m'aide à entretenir la magie de Noël. Elle mérite d'avoir tous les cadeaux de sa liste au Père Noël. À très vite. C'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Rebecca Hampton. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Toutes les semaines, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Rebecca Hampton. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes actrice. Oui.
Et évidemment, on vous a connu du public français depuis 2004, surtout avec ce rôle de Céline Frémont dans Plus belle la vie qui a changé un peu votre vie. Totalement changé ma vie et qui s'est arrêtée. C'est ça, la série vient de se terminer il y a quelques semaines. Oui. Mais vous avez déjà rebondi? J'ai rebondi, je suis partie. Il faut toujours rebondir, de toute façon c'est un métier de rebondissement. J'ai essayé de rebondir vite. Oui, j'ai été invitée à partager un épisode de Camping Paradis délocalisé sur l'île de la Réunion, ce qui était très très agréable. Et là, vous en rentrez tout juste? J'en rentre tout juste et je vais attaquer des répétitions de théâtre là, dans une semaine. Pour une pièce qui sera jouée à Paris, alors? Une pièce qui sera jouée en tournée et on espère à Paris, qui s'appelle Pour le meilleur et pour le pire. Et je partage l'affiche, entre autres, avec Boudère. Ah d'accord. Bon, ça va, vous allez bien rigoler alors. Crois. On a hâte de se projeter. On fait un petit flashback, si vous êtes d'accord. Fort bien. On va se remémorer vos souvenirs d'écolière. Ok. Pour commencer, quel genre d'élève étiez-vous? Très studieuse, très timide et très craintive. Ah bon? Peur de mal faire? Toujours. Mais encore maintenant, ça m'est resté, je pense. Mais perfectionniste, en fait. Très perfectionniste, oui. Et assez impartial avec moi-même. Mais du coup, les résultats, ils étaient plutôt bons. Sauf les tables. J'ai plein de souvenirs. Moi, si on me fait parler de l'école, ça. Bah, c'est le but. On y va. En fait, pour commencer, je ne parle pas de Madame Chapelle, qui était ma maîtresse en maternelle, mais je commence par l'école primaire, où le directeur de l'école s'appelait Monsieur Ullmann. C'était où l'école primaire? À Paris? Dans le 5e à Paris. Oui. Je ne sais pas si on peut donner le nom des écoles. Bien sûr. Alors, l'école Victor Cousin, dans le 5e à Paris, était dirigée par M. Ullmann, école dans laquelle avaient été ma sœur et mon frère. D'accord. Qui vous avez précédé? Ok. Et quand je suis arrivée à l'école, c'était l'époque de Grease. Comme ça, tout le monde connaît à peu près mon âge. Oui. Et j'étais très amoureuse de John Travolta. D'accord. Et le directeur, M. Ullmann, ressemblait étrangement à John Travolta. Coup de foudre avec le directeur. Donc, coup de foudre immédiat. Premier jour. Et là, je l'ai regardé, je dis, vous ressemblez tellement à John Travolta. Ah, vous lui avez dit en plus? Ah oui. Et ben pour je me rappelle très bien que j'avais la main de ma maman dans la mienne. Et il m'a regardé, il m'a dit, je suis très flattée. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire d'être flattée. Je me suis dit, moi, je l'ai dit. Ah, vous avez appris un mot à ce moment-là? Ce jour-là, à ma rentrée de CP, j'ai entendu flatter. Je dis, ok. Et donc, grâce à M. Ullmann, j'ai beaucoup travaillé. Parce que ça me faisait toujours plaisir de le voir et que je voulais surtout pas le décevoir. Donc, et je l'ai d'ailleurs invité à une de mes premières de théâtre. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'après vous avez gardé contact? Est-ce qu'il est au courant de l'influence finalement qu'il a eue sur vous? Alors ça, je ne sais pas, peut-être qu'il l'apprendra là. Mais non, en tout cas, je l'ai invité à une première de théâtre et ensuite il m'a invité à revisiter l'école. D'accord. Donc des années après. Et c'est incroyable parce que j'ai retrouvé tout ce qu'on retrouve de nos cours d'école, c'est-à-dire l'endroit où on s'arrachait les dents. Vous arrachiez les dents, vous? Ah oui, on s'arrachait les dents entre nous pour avoir la petite souris, oui, bien sûr. Quoi? Oui, bien sûr, mais j'ai toutes les dents. Hein. Si elle était... elle bougeait, oui, on ne se cassait pas à coups de marteau. Vous vous êtes dit à les arracher, vous n'avez pas peur quand même? Enfin, maintenant, je ne le fais plus. Mais, il n'y a plus de dents qui... j'ai ma fille, mais je ne touche pas à ces dents qui bougent. Mais oui, on faisait ça, Donc vous avez grandi à Paris? Oui. Toute la scolarité à Paris? Oui. Et du coup, une élève timide, mais studieuse? Timide et studieuse. Alors ça, c'est tout ce qui est école primaire. Parce qu'il y a plein d'histoires dans cette école que vraiment j'adorais. On rentrait dans cette école, on se changeait de vêtements avec une de mes meilleures copines parce qu'on préférait toujours les vêtements de l'autre. Donc on filait. Vous alliez aux toilettes? Oui, on filait. Les toilettes étaient au fond à gauche, mais vraiment, je me rappelle très très bien. Et on changeait vraiment. On gardait notre culotte et nos chaussures. Ah bah, je sais mais encore, à 7 ans, honnêtement, je pense qu'on aurait pu faire un peu n'importe quoi. Mais on gardait. Quand même. Et le tout était de réussir à trouver le temps de se rechanger avant de quitter l'école. Ah oui, après le soir. Et oui, parce que ça pouvait être. Mais tous les jours, vous étiez jamais habillée tel que vous partiez de la maison? Rarement. Et votre mère, elle n'était pas au courant de... Ah bah non, elle n'était pas du tout au courant puisque je revenais habillée normalement. Vous avez gardé contact avec cette fille? Non, j'ai gardé contact avec des amis après de collège, de lycée. De primaire, non. J'ai essayé une fois, je ne dirais pas comment elle s'appelle, mais j'ai essayé une fois de la contacter. Donc cette jeune fille avec qui vous étiez à l'école primaire? Avec qui j'étais très très amie quand même. Ouais. J'ai essayé de la recontacter et en fait... elle m'a gentiment, pardon, j'ai tapé le micro, elle m'a gentiment éconduit. En fait, ah bon, mais pourquoi? Mais je sais pas, il y a des gens qui n'ont pas envie de renouer avec leur passé et qui ne seraient peut-être pas assis ici pour parler de choses magiques qui sont arrivées quand on était petit. Mais de l'école primaire, elle n'avait pas... non, elle ne devait pas garder mon souvenir. Peut-être qu'elle n'aimait pas mes vêtements, je sais pas. Vous lui avez rappelé ça? Elle devait y avoir... Non, j'ai même pas eu le temps.
Ah mince. Non, c'était terrible. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rebecca Hampton pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. C'est la fin de cette édition, cher Louis. Vous allez revenir la semaine prochaine, j'espère. Alors, je reviens même dès mercredi. Ah, mais quelle joie! Et vendredi aussi. La fille qui maîtrise son émission. C'est clair. Alors, on lui a pas donné le planning. Donnez le planning à Virginie dans une pipe. Voilà. Écoutez, je suis ravie. Je suis ravie que vous soyez avec moi. Je suis ravie, Thérèse. Voilà, exactement. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox pour le retrouver. SchoolTV.com, bien entendu. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, c'est Saïd Mamou, Colline Hamel au make-up et Maguessel et Agathe Delannoy à la rédac. Merci à tous, bonne soirée.